Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie, l'épisode 39. Aujourd'hui, c'est un épisode de la série Histoire de conciergerie. J'ai interviewé deux associés, Manu et Charline, qui ont créé une conciergerie il y a 6 ans maintenant à Vannes. Je leur ai demandé de préparer cette interview en nous donnant 10 erreurs qu'elles ont commises depuis ces 6 années d'expérience et elles nous donneront également leurs solutions. À la fin de l'épisode, elles nous donneront 3 anecdotes qui sont assez drôles, comme une course-poursuite dans la ville, mais pour ça, il faudra attendre la fin de l'épisode pour l'écouter. À cette période de l'année, vous êtes beaucoup moins à écouter le podcast et c'est normal. Vous êtes à la plage, en vacances ou en saison comme moi. Il va y avoir du coup pas d'épisode cet été. Ce sera des replays des épisodes précédents. Je vous mettrai un best-of des meilleurs épisodes et puis je vous retrouverai fin août pour de nouveaux épisodes, des actualités et pas mal de choses à la rentrée. Je vous souhaite un bon été et une bonne écoute. Bienvenue Manu et Charline sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode d'Histoire de conciergerie où vous allez nous parler un peu de votre expérience. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter votre conciergerie? Déjà, merci Vanessa de nous avoir invités sur ce podcast. Du coup, moi, c'est Manu. Donc, j'ai 33 ans et j'ai monté cette conciergerie avec Charline il y a presque 7 ans maintenant. Donc, on est basé à Vannes, en Bretagne. Donc, voilà, je vais laisser Charline se présenter. Voilà, moi, c'est Charline, j'ai 36 ans bientôt. Voilà, donc pareil. Donc, moi, je suis originaire de Vannes et on a décidé de monter la conciergerie toutes les deux. Donc, en sachant qu'on était déjà amis depuis quelques années. Voilà, on a décidé ensemble de monter la conciergerie ici, voilà, à Vannes, parce que moi, en fait, moi, je suis de Vannes à la base. Après, je suis partie en saison pendant quelques années et on est revenu aux sources. Et voilà. Ok, donc oui, vous êtes associés, vous étiez amis de longue date. Alors, on avait dit en off aussi que vous étiez en fait, vous faisiez des saisons en restauration, c'était ça? C'est ça, ouais. En fait, on s'est rencontrés en saison, donc on ne se connaissait pas du tout, et on s'est rencontrés en saison en Savoie, toutes les deux, dans notre jeunesse. Quand on faisait, voilà, les bonnes saisons, il y a 13 ans. Il y a 13 ans, et ça a été un coup de cœur amical. Après, on est restés très amis, même si on habitait très loin l'une de l'autre, parce que Manu était à Toulouse à l'époque, et moi, je vagabondais partout. Et donc, voilà. Ok, et vous êtes retrouvés à Vannes, du coup? C'est ça. Moi, j'ai déménagé, en fait, pour le projet conciergerie. J'ai déménagé de Toulouse et je suis venue ici. Et voilà. Et nous voilà avec cette conciergerie depuis 7 ans. C'est ça. Alors non, 2017, vous m'aviez dit, hein? C'est ça. Ouais. J'imagine qu'en 2017, il n'y avait pas de conciergerie, ou alors c'était des agences de location? Non, il n'y avait pas du tout de conciergerie. Enfin, il y avait une conciergerie sur le centre-ville de Vannes et il y en avait une sur la presqu'île, donc qui est juste à côté de Vannes. C'était encore peu connu dans les petites villes. Il y en avait beaucoup depuis des années déjà sur Toulouse, par exemple, Paris, Marseille, Bordeaux, enfin les grandes villes. Mais ici, en fait, il y avait pas grand-chose et surtout, il n'y avait pas encore toutes ces chaînes de YouTube ou ces podcasts qui vous aident à vous former pour monter la conciergerie, notamment les erreurs à pas commettre. Voilà, tout ça, on n'avait pas, donc on a vraiment avancé à tâtons et surtout en freestyle total, quoi. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs, forcément. Mais c'est bien, c'est hyper formateur. Du coup, aujourd'hui, on serait même capable de monter une formation pour dire, voilà, comment faire, quoi. Mais on n'a pas été très aidés, mais en même temps, ça nous a rendu service dans le sens où ça nous a vachement... ça a servi, puis changer notre entreprise. Parce que les erreurs, c'est nous qui les avons faites. Voilà. Donc, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Et voilà, on a appris de nos erreurs, en fait. Ouais, et d'ailleurs, c'est le sujet du jour. Vous allez nous expliquer les 10 erreurs que vous avez faites et les 10 solutions. Mais avant, on va parler un peu quand même de l'évolution de votre conciergerie.
Actuellement, vous avez une centaine de logements depuis 2017. Comment vous avez fait pour avoir ces centaines de logements pas en détail, mais vraiment en gros? Alors, quand on a commencé, en fait, je me rappelle, on avait fait connaissance d'une dame qui avait une conciergerie sur un secteur, enfin, qui avait une conciergerie qui s'occupait de quelques maisons. Alors, on ne peut pas appeler ça une conciergerie parce qu'elle n'avait pas du tout cette fonctionnalité-là, mais voilà. On avait 6 maisons. Elle a fait 6 maisons, ouais. Et en fait, déjà, voilà, on l'a connue, elle nous a dit, bon, écoutez, moi, j'arrête, voilà, je vous donne mes 6 maisons. Voilà, on a commencé avec 6 maisons. Et à partir de ce moment-là, en fait, après, on a fait un article dans l'Ouest France, Qui est le journal local. ouais, que le journal local, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ça a explosé. En fait, c'est-à-dire que c'était marrant parce que l'article est passé. Et je me souviens que ce jour-là, on ne travaillait pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de boulot. Et en fait, on n'arrêtait pas. Emmanuel était chez elle et son téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. Et il sonnait. Mais ça a été... c'était incroyable. Mais le jour même, quoi. On a été... on a été victime un peu du succès, du coup, parce que tout est arrivé vite. Alors, très bien, mais c'est peut-être arrivé un peu trop vite à l'époque. On n'était pas prêts. On n'était pas prête à ça, quoi. On n'était pas prêtes, nous, on était bien. À l'époque, tu sais, on gérait 5-6 maisons. On faisait nos petits, tu vois, on faisait du caramel maison, caramel beurre salé maison, on les mettait dans des petits pots, tout ça. On passait du temps à préparer les maisons, machin. Sauf que là, d'un coup, tu te retrouves avec 30, 40, 50 biens d'un coup. Ouais. Et là, tu te dis, mais comment on va faire? On n'est pas du tout organisé pour ça. Structuré. On n'a pas les outils ni humains, ni informatiques, ni tout ce que tu veux pour faire ça. On n'a pas les moyens au niveau du linge et tout. Enfin, si on n'était pas du tout prête à ce que ça parte hyper vite, et bah, du coup, on a dû quand même l'être. Voilà, on l'a été. Et du coup, à partir de ce moment-là, on est obligé d'ouvrir une société, du coup. Ouais. Que c'est à partir de ce moment-là où on a créé tout ça. Oui, parce qu'on a commencé en micro-entreprise. On a commencé en micro, ouais. Et voilà, après, on a monté la société. Et puis après, après, c'était parti. Après, on a monté du coup, la SARL. Et puis, on a acheté des camions. Et puis voilà, après, c'est parti, quoi. C'est parti. L'avantage, c'est un secteur d'activité où il y a quand même... Alors, tout dépend de la façon dont tu le fais. Mais il n'y a pas un gros besoin d'investissement de départ. Voilà. C'est tes mains et ta tête qui travaillent, voilà, quoi. C'est ça. Et parce qu'en plus, la micro-entreprise, c'est gratuit. Donc, voilà, on prend pas de risque quand on démarre. Mais quand bien même quand on a monté la SARL, finalement, on a demandé un tout petit crédit pour les choses de départ, quoi, les achats de départ, des choses comme ça. Et à l'époque, au tout début, on travaillait de chez nous. Ça, c'est important de le dire aussi. On n'avait pas de bureau. Donc, ça a duré bien 2-3 ans comme ça. On a eu 2-3 ans à bosser de chez nous. Puis après, on a pris un bureau, un deuxième bureau. Et puis, on a changé. On s'est plus rapproché de Vannes puisqu'on n'était pas sur Vannes même à l'époque. Et après, il y a 4 ans, on a créé l'agence carrément sur Vannes, quoi. Qu'est-ce que vous appelez les achats de départ? Achat de départ, ça va être un peu d'équipement quand même, du matériel de ménage. Ça peut être, je sais plus ce qu'on a. Ouais, et après, il y a eu du coup les camions parce qu'on a acheté des camions pour que ce soit plus pratique et plus. Il y a eu ces choses-là. Mais au départ, c'était vraiment pas grand-chose. C'était du matériel de ménage, informatique un peu parce qu'il nous fallait des ordi pour bosser. Et puis, mais sinon. Puis après, voilà, il y a eu un peu de com quand même qui avait été à l'office de tourisme. Donc ça nous, il y a des choses comme ça. On se faisait connaître en fait, quoi. D'accord. Vous avez pas acheté votre linge? Non, on n'a pas acheté notre linge. On a fait ce choix-là de ne pas l'acheter au départ et on travaille avec des blanchisseries du coin, quoi. Ok. Et du coup, cette agence que vous avez ouverte en 2019, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que du coup, on avait beaucoup de biens sur Vannes Centre. En fait, on a énormément de biens sur Vannes Centre. Donc, il fallait qu'on soit au cœur, quoi. Tu vois, au cœur de la ville pour que ce soit plus facile pour tourner dans tous nos logements. Et en fait, on a aussi ouvert une bagagerie automatisée. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir la bagagerie automatisée, il fallait qu'on soit à côté de la gare. Ce qui fait que ça nous a emmenés vraiment en centre-ville, du coup. Et en fait, finalement, les deux coordonnent bien. La bagagerie et la conciergerie au centre-ville de Vannes, c'est ce qu'il nous fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on a décidé de prendre un local sur Vannes, on avait déjà le projet de bagagerie dans nos têtes. Donc, on a cumulé les deux en se disant il faut qu'on trouve un endroit
pour quand on va monter la bagagerie, ça soit bien placé et tout ça. Donc, et ça s'est fait direct après parce qu'on a monté la bagagerie en 2020. Ouais, et puis, pendant le Covid. Et après aussi, il faut savoir qu'on en reparlera peut-être après, mais nous, on a un système de boîte à clés dans notre agence. Donc, il fallait vraiment qu'on soit placé en centre-ville pour que les gens puissent récupérer leurs clés pour aller après dans leur logement, quoi. On est d'accord qu'on ne parle pas d'un local, on parle d'une agence avec de la visibilité? Oui, tout à fait. Avec Vous avez au bureau. ça, ouais. D'accord, ok. Ouais. Et donc, c'est aussi votre local ou pas? Oui, ça fait tout en même temps. En fait, on a bagagerie, nos bureaux de conciergerie et on a notre local où il y a tout notre stock de linge, tout ce qu'on a besoin pour la conciergerie. D'accord. Et le fait d'être en centre-ville pour le local, c'est pas un problème pour être accessible pour les camions de livraison? Non, ils ont l'habitude. Hein. Ouais, ils ont l'habitude. Alors, c'est pas l'idéal. Hein. Si on était en campagne, ce serait plus facile. Mais en même temps, ça n'aurait pas de... Ça n'aurait pas de sens. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Mais non, voilà, ils ont l'habitude. Voilà, ça roule bien comme ça. Hein. Ça roule bien comme ça, ouais. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais je suis un peu curieuse. C'est quoi, du coup, une bagagerie automatisée? Eh ben, du coup, c'est des casiers, des gros casiers automatisés. Les gens, ils rentrent dans notre agence, on en a combien? Je sais plus. On en a 24. On a 24 casiers de différentes tailles et les gens viennent déposer leur bagage, que ce soit des gens qui sont chez nous ou des gens... c'est ouvert à tous, en fait. Hein. En fait, le but, c'est que les voyageurs, que ce soit un voyageur qui est dans un de nos Airbnb ou un voyageur qui arrive à la gare et qui passe la journée sur Vannes, ils puissent venir et se dire, bah voilà, moi, je vais déposer mes bagages, je vais pouvoir aller me balader tranquille en attendant mon train le soir ou autre, tu vois. Donc, c'est vraiment un système utile. C'est H24, ça... Ouais, c'est de 7h, tu vois, l'agence, elle est ouverte, en fait, en automatique de 7h à 22h. D'accord, c'est à l'intérieur de l'agence. Ouais, donc même si nous, on n'est pas là, les gens peuvent rentrer et ils font leur tour. En fait, il faut considérer ça comme un parking, quoi, sauf que là, ils viennent mettre leur bagage, ils font ce qu'ils veulent et c'est complètement automatisé, quoi. D'accord, j'imagine que c'est un service payant. Oui, tout à fait. Ça vous permet de développer une activité complémentaire. Exactement. Ok. Et pourquoi vous avez eu cette idée? C'est quelque chose qui existe déjà? Non, pas à Vannes, du moins. Ça existait. Ça existe dans les gares, si tu veux. Mais ça existe dans les grosses gares, Marseille, Montparnasse, à Paris. Et en fait, il y a eu le plan Vigipirate et toutes les petites gares, ils ont été obligés d'enlever leur bagagerie. Ah. Donc, voilà, il n'y a pas de bagagerie, en fait, dans les petites villes, ouais. Et vous avez de la demande? Ça marche bien? Ah oui, on a de la demande. On a de la demande. En fait, c'est pour ça qu'on l'a monté. C'est qu'à l'époque, on nous demandait, nos clients nous disaient, attends, on donne les clés à 10h, mais on a notre train à 18h, on fait comment avec nos valises, etc. Alors, quand on pouvait les arranger, on le faisait. Mais sinon, la plupart du temps, c'était pas possible. Ah. Et donc, on s'est dit, autant proposer un service qui va les dépanner, qui est certes payant, parce que mine de rien, il y a des frais et l'investissement est conséquent, mais c'est pour rendre service à tout le monde, finalement. Et les gens sont super contents. Ils hallucinent un peu même parce qu'il y en a plein. Si tu veux, c'est depuis Vigipirate, donc ça fait des années maintenant qu'il y a le plan Vigipirate qui est en vigueur. Les gens, ça leur est sorti de la tête que ça existait. Ouais. Tu te dis pas, je vais dans une ville, tiens, je vais chercher bagagerie ou consigne bagage. Dans ta tête, ça n'existe plus en fait. Donc la difficulté pour nous, ça a été de mettre dans la tête des gens que ça réexistait et qu'il fallait qu'ils cherchent pour nous trouver finalement. C'est une communication inversée, quoi. D'accord. Mais voilà, mais ça s'est bien fait et puis les gens sont super contents, donc nous on est très contents. Ok, c'est assez marrant parce qu'au fil des interviews et puis du temps qui passe, je me rends compte que quand on ouvre une conciergerie, il y a pas mal d'activités annexes comme ouvrir une laverie, ouvrir une blanchisserie, une bagagerie. Donc effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent être annexes à une conciergerie. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous allez nous dire, alors je crois que vous avez répertorié 10 erreurs. Oui, peut-être que pour certaines, on va rentrer dans le détail, peut-être pour d'autres, pas forcément. Des erreurs que vous avez faites au départ et que vous allez nous donner la solution que vous avez fait ou que on va essayer dû faire. Du coup, déjà, dans ce qui nous est venu en premier, ça va être de ne pas se former sur le fonctionnement d'une conciergerie.
Nous, on s'est pas formé, pas parce qu'on voulait pas se former, mais parce que ça n'existait pas. Je sais qu'à l'époque, Charline a fait un stage dans une conciergerie du côté de Deauville. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, on n'a pas pu faire mieux, quoi. Il y avait rien. de formation qui n'existait. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'erreur à ne pas reproduire, c'est ça. C'est ne pas se former à ce métier-là. Nous, aujourd'hui, on a, si tu veux, ça fait des années maintenant. Il y a plein de gens qui nous appellent parce qu'ils veulent monter des conciergeries, ils veulent des conseils. Mais en fait, tu sens dans le discours des gens, ils pensent que monter une conciergerie, c'est comme, je sais pas, un truc très simple, genre, je peux tout faire, en fait. Mais non, c'est quand même franchement, c'est un métier. C'est un vrai métier, C'est un vrai métier. C'est pas juste, oh, je sais pas quoi faire. Pendant les 2 ans de Covid, je me suis vraiment demandé, je me suis un peu ennuyée, je me suis demandé ce que je pouvais faire dans ma vie. Tiens, je vais monter une conciergerie. Non, c'est vraiment... De toute façon, on le voit, hein, parce que on voit qu'il y a beaucoup de conciergeries qui ouvrent et qui referment derrière, parce que les gens ne se sont pas rendus compte de la charge de travail qu'il y a derrière de l'organisation, de travailler les week-ends, en fait, finalement, c'est du 7/7. Il faut vraiment avoir une vision globale du métier et détaillée. Voilà, aujourd'hui, nous, ça fait 7 ans. Manu, elle est toujours sur ses mails le soir dans son lit, quoi. Hein, et ça fait, et pourtant, il est assez structuré. Mais voilà, elle est encore obligée de faire ça. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que les gens, ils ont une image de la conciergerie, pour ceux qui connaissent pas. Pour eux, quand tu entends les gens en parler, c'est la conciergerie, c'est waouh, c'est on va faire de l'argent, automatisé. Voilà, tout est automatisé. On va accueillir les gens En smoking, avec des fleurs, dans des baraques. baraques. Un peu la conciergerie d'hôtel, mais en fait, c'est pas ça la conciergerie. Non, c'est pas ça. Effectivement, il y a conciergerie d'hôtel, et conciergerie privée et conciergerie B&B ou conciergerie Voilà, c'est locative. ça. Nous, ce qu'on explique aux gens qui nous appellent, et on en a eu un sacré paquet, donc voilà, et on leur explique que finalement, nous sommes, je peux pas, voilà, on est des femmes de ménage, quoi. Voilà, notre métier, c'est quand même d'aller vérifier. Bon, maintenant, on a des équipes, c'est différent, mais la base du truc, c'est quand même aller dans des logements et les remettre En état. en état. En fait, 80% du temps, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. C'est 80%. Enfin, en tout cas, de notre expérience, on dit peut-être que certaines conciergeries vont nous écouter et se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais En tout cas, de notre expérience, expérience, on a beau être chef d'entreprise, on fait toujours le ménage, on fait toujours, voilà. Et après, c'est un choix. Voilà, il faut juste l'avoir en tête. C'est si on veut pas toucher à quoi que ce soit, bah montez pas une conciergerie parce que clairement, ça fait partie des conditions sine qua non, quoi. Oui, surtout quand on démarre en général, hein, on fait C'est toujours les ménages. Après, peut-être, on peut avoir des prestataires, Bien sûr. mais on est obligé de passer par là, au bout d'un moment. obligé, ouais. Ok, donc ne pas se former, c'est la première erreur. Du coup, comment vous avez fait? Vous avez fait votre expérience sur le terrain? Nous, on a été obligés. On n'est peut-être pas très, très bon exemple, mais du coup, mais en fait, on s'est formés, nous, vraiment de A à Z. Ouais. On a mis des choses en place au fur et à mesure. Ce serait hyper long à vous expliquer, mais on ne pourrait pas vous dire tous les détails. Mais on a mis des choses voilà, au fur et à mesure, de mois en mois, d'année en année. Ouais, il y a plein de choses qu'on a gardées pendant un moment, et puis un jour on s'est dit mais attends, il faut qu'on arrête de faire comme ça, c'est pas bon, ou c'est pas logique. Puis en fait, aussi le fait de partager avec d'autres personnes, d'en discuter, de discuter de notre activité, on discute beaucoup dans notre entourage, et souvent il y en a qui nous donnaient des astuces, des solutions, des idées, que ce soit d'un point de vue informatique ou technique ou voilà. Comptabilité. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent mais comment je vais faire pour ça, pour ça, pour ça. Il faut savoir que rien n'est gravé dans le marbre. Et le jour J, vous aurez cette façon de faire. Et puis peut-être que dans 6 mois, ça va être totalement différent. Donc, il ne faut pas s'arrêter à comment je fais telle chose. Je ne me lance pas tant que je ne sais pas. C'est ça, exactement. On est encore en train de changer plein de choses aujourd'hui. Cette année, on a encore changé plein de choses sur notre organisation, je parle. Plein de choses. En fait, c'est vrai que quand enfin, je pense que ça vaut pour tous les business, mais je vais parler de la conciergerie parce que c'est ce qu'on a monté. Il faut se dire que il faut être en constant mouvement, en constante amélioration, et il faut rien n'est jamais acquis. Ça vaut pour tous les domaines. Mais en fait, on est toujours en train d'apprendre. Même, on aura toujours des choses à changer, à modifier.
et même on peut faire toutes les formations du monde finalement. Il y aura toujours des choses qui vont bouger. Et donc ça, il faut être prêt à se dire, je ne vais pas me cantonner au bout de, je sais pas, j'ai 5 ans d'activité de conciergerie. À 5 ans, c'est bon, je suis rodée, je ne bouge plus rien. Je pense que ça n'existe pas vraiment. Et puis, c'est intéressant de se dire justement que ça va tout le temps bouger, ça va tout le temps demander de l'amélioration. En plus, dans ce secteur-là, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, hein, Airbnb et tout, tous les jours. On attend l'évolution, hein, de toute façon. Hein. C'est ce qui nous amène un peu à notre deuxième erreur à pas commettre, c'est de pas connaître les lois du secteur, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, tout ça. Au début, nous, on connaissait rien, rien du tout. Et même encore aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on connaît pas 100% des lois du secteur. C'est clair. Ça change tout le temps. Il faut être en constante information, quoi. Oui. Faire une veille régulière de... Ouais, exactement. de comment évoluent les lois et tout. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on ne prend pas le temps de faire parce que, à un moment donné, tu peux pas être partout. Mais il faut mettre ça en place. Ouais. C'est important, ouais. Une veille, comme tu dis, une veille, c'est régulière, c'est hyper important pour voir un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit changer, comment on doit informer nos clients, etc., quoi. Ouais. Il y a une petite astuce sur ça, d'ailleurs, sur Google. Alors, j'ai plus en tête le mot exact, mais en gros, sur Google, selon les mots-clés qu'on veut, on peut recevoir tous les jours des infos sur sa ville, ou toutes les semaines, c'est selon le programme. Donc, par exemple, on tape sa ville, donc pour vous, Vannes, et tous les jours, vous recevez toutes les actualités qu'il y a sur Vannes qui ont été mises sur Google. Ok, tu vois. Ça peut être Vannes conciergerie, Vannes location. Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Google quelque chose, mot-clé peut-être, ou keyword, ou non, c'est pas ça. Enfin, je rechercherai, peut-être je le mettrai dans les notes de l'épisode. Ok. Ouais. Ok, donc là, vous avez fait avec au fur et à mesure. Ça. Et la troisième erreur? Troisième erreur, donc ne pas se... attends, je sais plus où on en est. Ne pas se former sur les outils informatiques. Ouais, ça, c'est hyper important. Surtout qu'en fait, c'est même pas ça. Même nous, à l'époque, encore une fois, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent aider une conciergerie à plein de choses, à s'organiser, plein d'outils informatiques pour s'organiser. C'est vrai. Ça, c'est hyper important. Et nous, on a fait ça. Au départ, il y a 7 ans, on était sur papier. Bah oui, forcément. Et l'agenda papier? Ouais, on faisait beaucoup de choses sur papier, que ce soit les fiches d'arrivée, tout. Enfin, il y avait, c'était fou. Quand on y repense, avec si peu d'années qui sont passées, on se dit c'est fou, on ne pouvait pas fonctionner comme ça, mais si. Donc c'est hyper important alors surtout aujourd'hui, nous ça valait pas pour nous, mais aujourd'hui c'est important de bien choisir son système de gestion, son système de gestion, on va dire plus tout ce qui peut être planning des équipes et tout ça. CRM. Ouais, un CRM, exactement. Ça, c'est hyper important de bien le choisir, quitte à le créer s'il ne nous convient pas, parce que nous, on n'avait pas trouvé qu'il nous convenait, on a fait autrement. Parce qu'il y avait toujours des choses qui n'allaient pas dans nous, notre façon de faire. Et on a créé, nous, notre propre système. Alors, on n'a pas développé une appli, mais on a créé on a créé un système D qui nous convient très bien et qui coûte 0 €. Voilà. Je ne sais pas si on va le dire, non. Quand même. On ne peut pas tout vous dire. C'est un petit secret quand même. C'est secret interne. Ouais. Non, mais c'est hyper important d'avoir des outils informatiques, quoi. Et pour aussi des channels et tout. Hein. Ouais, mais ça, on va le voir après. Ouais, mais au-delà de ça, ne serait-ce que de se former sur du Excel, sur du traitement de texte, parce que c'est vrai que aujourd'hui, ça paraît anodin comme truc. Mais on en fait beaucoup moins à l'école, je pense, aujourd'hui, que ce que nous, on faisait. Et c'est hyper... ça sert vraiment dans cette activité-là, quoi. Ne serait-ce que faire les factures avec les clients. Hein. Tout à fait. Ou faire du mailing, ou faire, tu vois, des choses qui sont anodines pour nous, mais qui ne sont pas forcément innées pour tout le monde, quoi. Oui, je vois. Donc, vous avez trouvé votre système D, c'était la solution à ça. Ouais. Ok, quatrième erreur. Quatrième erreur, sous-estimer les coûts opérationnels. Ouais, ça c'était un gros point. C'est hyper important de tout budgétiser, quoi. C'est-à-dire au départ, quand vous êtes lancé? Pas forcément au départ, mais même au fur et à mesure. Parce que quand on a tendance à modifier des choses, à vouloir s'améliorer sur tel et tel domaine, enfin tel et tel sujet,
et surtout comprendre les coûts. C'est-à-dire, quand on se lance dans une conciergerie, nous, on a établi des tarifs au départ qui étaient plus ou moins approximatifs parce qu'à l'époque, on n'avait pas de quoi Comparé. comparer. Là, ouais, on n'avait pas de quoi comparer. C'était compliqué, quoi. Et on s'est un peu mangé le mur des fois sur des coûts qu'on n'avait pas prévus ou sur des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et voilà. Et c'est bien comme sur toute activité, budgétiser, en fait. Se dire, bah voilà, cette année, on peut consacrer tant à la com, on peut consacrer tant en coût salarial, on peut consacrer tant en équipement de tel type, etc. Enfin voilà, vraiment faire une budgétisation de peut-être année par année. Ça, c'est important. Même aujourd'hui, des fois, on a des surprises, quoi. Et pourtant, on a l'habitude. Mais aujourd'hui, il y a des années, on se dit, waouh, là, on a cramé le budget, on ne s'en est pas rendu compte, quoi. Vous avez dit un truc intéressant parce que le budget communication, on n'y pense pas toujours et quand on démarre, en général, on n'a pas de budget communication. Mais c'est important, je crois en avoir parlé déjà dans un épisode de podcast, pour se faire connaître. On ne se fait pas connaître en claquant des doigts, il faut avoir un budget pour communiquer. Ça ne veut pas dire forcément de mettre 1000 € quand on démarre, mais un petit budget pour, je ne sais pas, faire un post sponsorisé, aller dans des réunions entrepreneurs pour se faire connaître, avoir des flyers pour les distribuer. Ça ne coûte pas extrêmement cher de nos jours. Donc, il faut quand même avoir un petit budget à côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah c'est sûr. Puis quand tu démarres, pour moi, c'est le poste de dépense numéro 1 au départ. Tu peux pas faire sans ça de toute façon. Donc, c'est primordial. Et encore, je pense que votre article dans le West France, c'était gratuit. Ouais, on a eu. Donc là, c'était pub gratuite. Ouais, c'était pub gratuite. On a eu beaucoup de chance. Et on en a eu 4 au moins articles dans le West France. Ouais. Voilà, tous les ans, on avait un article dans le West France et à chaque fois, du coup, ça nous relançait et voilà. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui nous appellent. Le dernier qu'on a dû faire, ça doit être il y a 3 ans, je crois. Ils nous appellent encore. Bah, bonjour, je vous appelle parce que je vous ai vu il y a 3 ans dans l'Ouest France. Mais c'est véridique, c'est vraiment vrai. Et voilà, ils ont gardé l'article, ils ont gardé notre nom et ils nous appellent parce qu'aujourd'hui, ils ont un bien ou parce que voilà. Ouais, première chose à mettre en place, en fait, quand on démarre ou même quand on démarre pas, c'est gratuit. Faire un communiqué de presse, en fait. Faire un petit encart dans le West France. En général, en fait, eux, ils cherchent des sujets. Donc, si vous venez avec toutes les infos, bah, ils vont jamais vous dire non, en général. C'est ça. Ok. Donc, sous-estimer les budgets. Donc, vous en avez payé les frais, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça. Donc, tous les ans, vous revoyez un peu ces budgets, vous les faites tous les ans? Ouais, à peu près. Chaque année, on sait que voilà, là, on va pouvoir mettre un peu moins dans la com parce que cette année, on n'a pas trop besoin. Ça va être, là, on a déjà acheté l'année dernière plein d'équipements. Je dis des bêtises. Ça va être des fours de remplacement, des aspirateurs, je dis voilà, vraiment au hasard. Bon, cette année, on va en acheter moins parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Enfin voilà, c'est plein de petites optimisations comme ça, quoi. Alors, quand vous dites acheter des équipements, des fours de remplacement, c'est parce que ça vous ferait? Oui. En fait, c'est pas ça, c'est parce que si tu veux, quand on s'est rendu compte, par exemple, un 24 décembre, il y a 2 ans, que le frigo de la grosse baraque où il y avait 12 personnes dedans, il ne fonctionnait plus. Un 24 décembre, et qu'il était impossible de faire réparer et d'aller acheter un frigo. Il était 18h, quoi. Il était 18h, donc c'était foutu. Sauf que les gens, ils avaient besoin d'un frigo parce qu'ils avaient les huîtres, voilà. Donc, à l'époque, je me rappelle, Manu, elle avait été chez le poissonnier du coin et elle avait été chercher plein de glace. Donc, ils se sont débrouillés comme ça. Et ils avaient dit, voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce. Et en fait, voilà. Aujourd'hui, du coup, on a acheté en fait d'avance. Alors, pas beaucoup, mais on a un frigo, on a un four, on a des choses comme ça. Des radiateurs d'appoint. Des radiateurs d'appoint, voilà. Pour éviter d'être en galère, quoi. Ouais, mais d'avance que vous refacturez derrière. Non, parce que ça fait partie de en fait, ça fait partie de notre budget, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'on les pose en dépannage et après, on s'occupe avec le propriétaire de racheter ce qu'il faut. Ah oui, d'accord. Là, en dépannage, ça nous appartient, quoi. Ça nous appartient. Oui, on sait qu'on peut les mettre à disposition en dépannage dans n'importe quel bien ou maison. Tranquillité d'esprit aussi. Ouais, c'est ça. C'est le budget tranquillité, en fait. Ouais, voilà. c'est ça. Et il y a d'autres budgets que vous prévoyez?
Après, on a le budget, nous, on a le budget le linge. Ah oui. Mais bon, ça appartient vraiment à chaque conciergerie. Ouais. Nous, on travaille avec une blanchisserie, en fait, où justement, on te disait qu'on n'a pas acheté le linge. Donc, on fait de la location de linge. Et le budget, il est énorme. Il est conséquent. Il est conséquent. Et avec une sorte de logement. Ouais, voilà. C'est ça. On est en train de chercher des solutions en interne pour voir comment on pourrait un peu baisser ce prix, enfin ce budget. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Ça fait déjà 2 ans. On est désolé. Même qu'on cherche une solution pour baisser ça et qu'on ne trouve pas une solution optimum. Donc, et ça, c'est un gros budget. Ouais. Location entretien. Ouais. Location entretien, ouais. Ok. Donc vous n'avez pas le budget entretien aussi, ça c'est bien. Ça comprend les deux. Oui, c'est clair. Oui, heureusement, ouais. Ok. D'autres budgets ou pas? Non, là, il n'y a rien qui me vient de précis. Ah si, vous avez le budget depuis de cette année, salarié. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Alors, pas depuis cette année, non, depuis... Pour notre employé, ah bah oui, ça fait 3 ans qu'on est... Ah d'accord. En bref, j'avais marqué que c'était depuis mars. Non, ça fait 3 ans, ouais. Bah depuis mars, c'est l'agence. Voilà, non, c'est Fanny qu'on a embauché en mars en fait, mais avant on avait d'autres employés. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Vous avez pris une employée depuis longtemps? Ça fait au moins 3 ans qu'on tourne à... Ouais. On tourne à un employé plus des prestataires l'été en plus, quoi. Et c'est quoi son rôle à votre salarié? Eh ben, aujourd'hui, Fanny, elle tourne dans tous les appartements du centre-ville tous les jours. Enfin, tous les jours, je m'entends, avec des jours de congé, bien sûr, mais voilà. Voilà, le matin, elle arrive, elle fait tout le check de tous les appartements qu'il y a à aller faire. Et elle tourne dans toute la ville, en fait, tous les jours. Elle fait les états des lieux en gros, check des appartes. Elle fait gouvernante dans les hôtels? Comment? Elle fait gouvernante comme dans les hôtels. Un peu, ouais, c'est un peu le même job. Hein. C'est ça. Okay. Que c'est pas toutes les mêmes chambres, donc c'est plus galère, et que c'est pas partout au même endroit, donc il faut un peu rouler. Ouais. Mais on essaye d'optimiser ces trajets. Et, non, ça fait 3 ans qu'on fonctionne comme ça. Avant, c'était nous qui faisions ça. Maintenant, on continue à le faire, mais différemment et un peu moins, avec un peu moins de fréquence. Mais voilà. Ouais. Ok. On passe à la 5e erreur? Ouais, la 5e erreur, bah, du coup, on avait noté négliger l'importance du service client. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que le service client, c'est primordial. Mais ça, tout le monde le sait. Hein. Mais on a beau le savoir, des fois, on finit par le mettre un peu de côté. Quand tu commences, justement, alors ça va pas être valable, c'est pas une erreur qui est valable pour une petite conciergerie qui a entre 10 et 20 logements. Il y a peu de clients, donc si tu veux, tu vas être proche de ton client, que ce soit le voyageur ou ton client propriétaire, admettons. Mais tu vas plus l'être passer les 80-90 logements. Et là, c'est hyper important. Nous, on s'est rendu compte que qui faisait rester les gens chez nous, alors parce qu'on va pas non plus, on fait des erreurs, hein. Il y a parfois des erreurs de ménage, il y a parfois des loupés, parfois ça arrive même au meilleur, mais ce qui fait rester les gens, c'est notre réactivité et notre proximité. Et les gens, ils aiment bien ça, et ça, c'est hyper important. On essaye, je dis bien on essaye parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais on essaye d'être le plus souvent disponible et très rapidement pour nos clients. On est réactive, c'est notre plus grande qualité, je pense, la réactivité. C'est la réactivité, ouais. Les propriétaires, c'est ce qui ressort de chez nous. En fait, on a des propriétaires qui travaillaient pas avec nous et qui travaillaient, par exemple, avec des conciergeries un peu nationales et tout. Et ils viennent vers nous après parce qu'ils n'ont pas le contact, en fait. Et ça ils gêne vraiment, quoi. Alors que nous, ils savent où nous trouver, ils savent qu'à 20h, on répond, ils savent, voilà, ça, c'est... C'est-à-dire que s'ils nous appellent à 22h, ils vont pas tomber sur un service client à Tombouctou ou je sais pas où, avec quelqu'un qui connaît son travail. Il n'y a pas de problème, hein, peu importe l'endroit et dans le monde. Mais c'est pas la conciergerie, en fait. C'est un service d'épanage SAV qu'on paye un peu tous les mois. Et voilà. Et vraiment, c'est hyper important. Nous, des fois, on l'a un peu zappé, forcément, parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à 80-90 logements, tu es obligé de faire un peu le tri parce que tu n'es que 2 ou même que 3 et ça, c'est pas la bonne méthode parce que tu perds du monde, tu perds du client, tu perds en qualité de service, en fait. Ouais, c'est ça.
Donc, du coup, vous avez fait quoi pour reprendre un peu le service client? Eh ben, on a délégué un peu plus ce qui est du terrain et tout ça. Et on s'est un peu plus focal sur nos PC, sur nos téléphones et en étant plus disponible. Mais ce qui implique que tu es H24 comment on peut dire, en permanence, quoi. Mais on a une Astreinte. D'astreinte, voilà, exactement. merci. J'avais le mot permanence, mais voilà, on est tout le temps d'astreinte, en fait. C'est vous qui répondez tout le temps aux messages des voyageurs? C'est un petit peu Fanny aussi. On a mis en place des systèmes d'astreinte semaine par semaine, en fait, pour que chacune puisse un peu souffler. D'accord. Mais C'est-à-dire astreinte H24? ouais, Ok. c'est ça. Après, on va pas mentir, H24, ok, mais on dit bien aux voyageurs que s'il y a un souci en pleine nuit, s'ils appellent pas 4 fois d'affilée, à un moment donné, nous, on dort un peu quand même. Donc, si vraiment il y a grosse urgence, il y a les pompiers, quoi. Je veux dire, voilà. Après, pour nous, grosse urgence, ça implique, enfin, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas réussi qui n'arrive pas à rentrer dans son logement, Ouais. quelqu'un qui n'arrive pas à retirer sa clé. Ça, c'est de la grosse urgence. Après, la plaque de cuisson qui ne marche pas à minuit, on a arrêté de répondre à ça, c'est fini. Ouais. Les gens attendent le lendemain maintenant. Mais voilà, c'est ça de la grosse urgence. Et en fait, nous, on a un système justement interne qui fait qu'on sait quand est-ce que les gens sont arrivés. À partir du moment où tout le monde est arrivé, il n'y aura plus de grosse urgence, quoi. Les gens sont dans leur logement. Il y a en général pas d'urgence vitale. Voilà, Quand c'est ils ça. sont arrivés, Quand ils sont arrivés, Vous passez une bonne soirée après. ouais, normalement, ça se passe bien. Et pour les clients propriétaires, vous avez défini des choses aussi ou quand ils vous appellent, vous êtes présent? C'est ça, on est toujours présent. Ok. Présent et on répond toujours présent. Si c'est pas dans la demi-heure, c'est dans l'heure ou dans les 2 heures max, mais c'est quotidiennement, quoi. On les laisse jamais 24 heures. C'est-à-dire que c'est moi par exemple qui m'occupe beaucoup du service client, client propriétaire. Et il faut savoir que tu es toute la journée sur ton PC, de 8h le matin à 10h le soir, jusqu'à temps d'aller chercher les mots, mais qu'elle répond en instantané aux mails et tous les jours. Et si, enfin voilà, tu vas pas dormir. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. Je vais pas dormir tant que ma boîte mail est pas vide. C'est parce que c'est. Non, mais non, je déconne un peu quand je dis ça, mais voilà. Sinon, tu prends trop de retard et puis il faut être pour pouvoir être réactif, il faut qu'on soit tous réguliers. En fait, c'est ça. Qui implique que du coup, on est tout le temps sur nos téléphones et sur nos PC et voilà. Mais ça, c'est le jeu en même temps. Et on dit pas que c'est la solution, parce qu'attention, parce que c'est notre solution à nous. Oui. Il y a plein de gens qui vont nous écouter en se disant, mais attends, je veux pas faire ça. Voilà, exactement. Il y a sûrement beaucoup de solutions et c'est pour ça qu'on avance et qu'on cherche tout le temps, comme on disait tout à l'heure, en fait, à s'améliorer. Voilà. Ça, c'est à améliorer. Ça, c'est à améliorer. De notre côté. Et on l'a amélioré en mettant un téléphone d'astreinte avec un numéro d'astreinte, mais il y a encore des choses à améliorer. Ouais. Parce que voilà, mais ça viendra. Ça viendra. Oui. Ça change régulièrement tous les processus. Ouais. 6e erreur, du coup? 6e erreur, c'était négliger les partenariats locaux. Bon, ça, on va pas s'éterniser sur le sujet parce que ça parle de lui-même. Mais en gros, nous, on a trouvé que c'était hyper important de travailler avec du local, notamment sur la blanchisserie. Au départ, on était parti pour travailler avec une grosse société de linge nationale. Et en fait, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit on va travailler qu'avec des partenaires locaux. Et en fait, c'est apprécié par tout le monde, c'est apprécié par nous, c'est apprécié par eux, et c'est apprécié par nos clients qui voient que c'est que du local en fait. Tout est local et c'est hyper important pour l'industrie du secteur, quoi. Et au départ, on va toujours gratter les prix, on veut toujours dire attends, il y a une grosse boîte, nanana, ouais, tout le monde travaille avec eux et tout, mais en fait, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Ouais. D'accord. Ça, c'est pas vital, mais on trouve que c'est important. Nous, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on l'a fait et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas comme on le souhaitait. Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec des locaux et ça roule, quoi. Ouais, c'est trop Tout est beaucoup plus simple, en fait. C'est sûr, oui. Et généralement, ils sont plus disponibles aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme nous, en fait. C'est ça. Voilà. Ok. Du coup, ils sont bien disponibles pour nous et c'est très agréable. Ouais. Oui, et puis en plus, ils peuvent. Vous pouvez créer vraiment une relation sur le long terme. C'est clair, clairement. Notre blanchisserie, aujourd'hui, on l'appelle à 16h un jeudi. Si on est dans la galère, il arrive, il débarque, il nous dépose tout le linge, quoi. Ouais.
quand même assez cool, quoi. Oui, oui. Ok, passons à l'erreur numéro 7. Alors, l'erreur numéro 7, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ignorer l'importance des systèmes de gestion. Pardon. Donc, ça rejoint un peu les outils informatiques, mais là, on parle plutôt du système de gestion de type Channel Manager. Oui. Nous, au départ, comme on n'a pas été formés, on est parti dans une direction qui, du coup, n'était pas du tout la bonne. De réservation. Non, on n'a pas fait ces erreurs-là. On a eu des problèmes de double réservation, mais c'était pas de notre faute. Mais pour le coup, on n'a pas fait l'erreur de se dire on va être sur Booking, sur Airbnb, sur Expedia, sur nanana, sans réfléchir à un truc pour connecter l'ensemble. C'est vrai qu'on avait été quand même pas trop bête. À l'époque, on s'était dit on va rester sur une plateforme et voilà, pour commencer, et finalement on a bien fait. Et vous êtes actuellement toujours sur une seule plateforme? Aujourd'hui? Oui. Non, aujourd'hui on est sur Airbnb, Booking. Ok. Les deux, ouais. Et Expedia bientôt, mais c'est en cours. Mais c'est beaucoup de travail sur autant de logements, c'est un... Ah oui. Voilà. Mais si certains nous écoutent et qui sont en train de créer une conciergerie ou qui vont le faire ou qui sont au début, prenez un channel manager coûte que coûte. Choisissez-le bien. Ou commencer juste avec une plateforme. Ouais, mais à un moment donné, ils vont être bloqués. C'est ça qui est compliqué, quoi. Mais ça, c'est vraiment une erreur qu'on a fait et qu'on ne reproduira pas. Pourquoi vous dites qu'ils vont être bloqués? Pourquoi ils vont être bloqués? Parce que, en fait, si, admettons, ils rentrent, là, ils vont rentrer, je sais pas, 5 logements. Ils vont ouvrir un compte Airbnb, ils vont mettre ça sur Airbnb, etc. Et puis, en fait, 5 logements, ce que je leur souhaite, c'est que ça va en devenir 15, 20, 30, 40, 50. Et le jour où il va se rendre compte que dans le secteur où il est, ça bouge un peu, donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de locations saisonnières, donc moins de visibilité finalement qu'avant, puisque avant il était un peu tout seul, et puis aujourd'hui il n'est plus tout seul. Et du coup, il va falloir se rayonner un petit peu plus sur d'autres sites, sur d'autres plateformes. Et c'est à ce moment-là qu'il va être bloqué, parce que là, ça ne va pas lui demander 2 jours pour tout changer. Ça va lui demander 6 mois. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là que tu patauges un peu. Et c'est là où, si on connaît un peu le système, il va falloir verrouiller les annonces pendant un temps pour pouvoir intégrer le channel, pour pouvoir tout connecter. Et il y a un laps de temps où tu as un risque d'avoir des doubles résas parce que tu veux pas bloquer tes calendriers. Et là, tu as forcément quelqu'un qui réserve à chaque fois, c'est sûr et certain. Bref, donc c'est... Le faire le matin, ça c'est le... Ouais, voilà. Pas le soir. C'est vrai, tu as raison. En fait, aujourd'hui, si on avait eu la connaissance et tout, oui, en fait, tu as raison. J'ai dit quelque chose tout à l'heure qui n'était pas vrai. C'est hop, tu arrives, tu rentres ton logement. Si tu veux que ça soit sur plusieurs plateformes, tout de suite, il faut le faire. Voilà. Et tu peux quand même connecter un channel à une seule plateforme si tu veux. Mais au moins, ton channel, il est connecté. Tu sais c'est par là que tu peux gérer tous tes prix. C'est hyper bien fait. Maintenant, les channels, ils sont hyper bien. Encore une fois, il faut bien le choisir. Ça va dépendre des gens. Nous, on a choisi un qui nous correspondait bien et qui était pas hors de prix. Et voilà, mais il faut bien le choisir. Faut pas hésiter à faire des rendez-vous avec les commerciaux, faire des démos et tout ça, parce que c'est hyper important, quoi. C'est vraiment ton travail principal en tant que concierge de gestion, je parle. Parce que je conseille en général, parce que c'est ce que je fais, c'est en début d'année ou alors en fait quand la saison est basse, genre janvier, février, je revois tous mes logiciels et je me demande est-ce qu'il n'y a pas des améliorations, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel outil qui est sorti, qui est plus mieux, voilà, plus performant et que je pourrais mettre en place avant la saison. Donc c'est bien de revoir un peu tous ces logiciels, du moins quand on peut se le permettre et qu'il y a une basse saison. Bien sûr. Début d'année quand il y a une période creuse. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, carrément. Il faut faire le point. De toute façon, il faut faire le point sur tout au moins une fois, voire 2 fois par an. C'est ça. Une 8e erreur? Une 8e erreur, on avait dit donc manquer de transparence avec les propriétaires, on avait noté. Ouais, mais ça, c'est nos erreurs c'est vraiment nos erreurs à nous, quoi. Ouais. C'est fou, hein. De les lire, en fait, ça fait bizarre. Ouais, manquer de transparence, il faut faut rien cacher à un client, faut être un propriétaire. Ouais, un propriétaire, ouais, parce que là on parle vraiment des propriétaires, de ton client direct.
Nous, aujourd'hui, pour tout vous dire, à l'époque, on était toutes seules et franchement, on a été, on va être honnête, hein, on a été des vendeuses de tapis, quoi. En plus, à l'époque, on ne connaissait pas le métier. Mais ça a fonctionné, hein, ça, voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus être vendeuse de tapis. Je veux dire, les gens, les propriétaires, ils s'intéressent à tout. Ils savent comment ça se passe, ils savent comment une conciergerie travaille. Ça, c'est fini, ça. L'époque, Ouais, tu peux plus déjà, il faut pas dire n'importe quoi, il faut connaître son sujet et surtout, faut être honnête. Dans tous les... Nous, des fois, forcément, tu as forcément des moments où tu es confronté à des problèmes que tu vas essayer de minimiser ou de mettre en attente. Et en fait, faut confronter le problème tout de suite, faut dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme nous, aujourd'hui, quand un propriétaire il vient et qu'il a un appartement ou une maison flambant neuve et qu'il nous dit, qu'on voit qu'il est stressé, qu'il nous dit oh là là, mais moi, je veux pas qu'il y ait de marques sur le mur avec une valise, mais on lui dit, il va y avoir des marques avec les valises sur les murs. Oui. En fait, il nous regarde, il dit, bah, oui, mais c'est votre job, c'est votre job. Mais en fait, on lui dit, bah, oui, ok, c'est notre job. Mais aujourd'hui, quand tu loues ta maison, je sais pas combien de fois dans l'année, forcément, voilà. Et ça, nous, maintenant, on leur dit, chose qu'on disait pas avant. Ah oui. On dit vraiment. Ah oui, on dit tout. On est sans filtre. On lui dit, voilà, comme tu dis. Et parce qu'il nous dit, oui, mais il y a des cautions, il y a tout ça. Je dis, oui, mais les cautions, attention, c'est réglementé. Une caution ne peut pas être utilisée parce qu'il y a une trace sur un mur. Parce que c'est pas possible. C'est de la vétusté, ça. Voilà. C'est de la vétusté, c'est de l'usure. Et de l'usure, il faut l'accepter quand on se lance dans la location Airbnb. Et même si on va veiller à ce que ça n'arrive pas ou très peu, ça arrivera forcément. Et c'est sur ce type de transparence qu'on met un peu l'accent parce que ça évite les mauvaises surprises. Voilà. Puis on explique à nos propriétaires aussi que quand on a 100 biens différents, on ne peut pas avoir l'œil partout. On n'est pas dans un hôtel ou dans un mobil-home où tout est fait pareil. Dans tout. C'est impossible. Le concierge, il ne peut pas avoir l'œil sur tout. Et donc ça, on lui dit, nous, notre maison, on ne la connaît pas par cœur, quoi. Et au fur et à mesure, on les connaît. Oui, on les connaît. Mais au début, voilà, il faut qu'ils se mettent en tête qu'on voilà, on peut pas être 100%. C'est peut-être un peu ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va choisir une toute petite conciergerie pour gérer son bien et une conciergerie qui a un peu évolué et qui a plus de logements. Alors, on a des outils que la petite conciergerie n'aura pas, donc c'est un avantage. Mais on a aussi ce désavantage de dire on a beaucoup de logements, donc peut-être un peu moins l'œil sur le détail. Faut pas se mentir, hein, mais on est honnête là-dessus. Cette transparence qui finalement paye parce que si la personne elle marche avec nous, eh ben c'est sous ces conditions-là et ça veut pas dire qu'on est négligente, hein, ça veut juste dire que on n'est pas des robots, quoi. Voilà, c'est Exactement, oui. Mais c'est comme les propriétaires qui louent leur résidence principale l'été. À chaque fois, quand je fais un rendez-vous, ils me disent est-ce que je dois enlever mes affaires personnelles ici parce que c'est beaucoup de boulot? Je leur dis oui, il faut les enlever. Il fait ah oui, mais j'ai pas envie. Je ne suis pas garante qu'ils ne soient pas volés. Il le faut quand même. C'est ça, en fait. Les gens, il faudrait qu'ils faut qu'ils se mettent en tête qu'ils arrivent dans un lieu. Nous, c'est ce qu'on dit à nos propriétaires. Imaginez-vous, vous arrivez dans la maison en question et vous avez envie d'y rester, en fait. Il faut que ce soit comme vous l'imaginez, comme vous avez envie de passer des bonnes vacances, comme si vous arriviez dans un lieu dans lequel vous avez envie de rester. Si les gens ne se mettent pas à la place du voyageur, ils n'arriveront pas à proposer quelque chose de qualité et en adéquation avec ce que les gens recherchent. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Et c'est dur. Hein. Comme tu dis, toi, le propriétaire qui laisse sa maison 3 semaines, 1 mois et qui nous la confie, là, c'est plus compliqué. C'est vrai. C'est ça. On rentre dans leur intimité, on leur dit mais il faut enlever ça, il faut que vous nettoyez ça et c'est délicat. Très délicat. Ouais, ces propriétaires qui louent leur résidence principale, c'est les plus compliqués à gérer, même si c'est que 3 semaines, 1 mois. Ouais, c'est ça. Il faut choisir si on veut travailler avec ce type de propriétaire. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un choix. À réfléchir vraiment, quoi. Vous en faites? Oui. Et c'est compliqué. On en fait vraiment sur des grandes villas ou grandes maisons avec une capacité importante et avec un revenu conséquent. Voilà. Et, c'est notre seule condition. Oui, mais je comprends. C'est aussi le cas. Ok, on passe sur l'avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière, ça va être ne pas être polyvalent. Ouais. Essayer. Ouais. Forcément, au début, on y est. Hein. Donc, il faut pas... faut être polyvalent. Du coup, la solution, c'est ça. C'est aussi bête que ça.
Il faut pas se lancer dans la conciergerie en se disant je suis pas assez polyvalent parce qu'un concierge, il sait tout faire. Ouais, j'imagine que vous avez eu un cas, si vous avez mis ça. Non, on est là tous les jours, c'est-à-dire qu'on est concierge, femme de ménage, plombier, chauffagiste, Serrurier, serrurier, dératiseur. une dératiseur. Règle les problèmes à longueur de journée. Ouais, voilà, c'est ça. Et il faut vraiment accepter le fait que tu es un couteau suisse en vrai, quoi. T'es vraiment un couteau suisse. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut que tu le sois, sinon tu n'y arriveras pas. Et nous, on a vu beaucoup de conciergeries couler parce qu'au bout de 3 mois, il y avait un espèce de burn-out. Vraiment, Ouais. enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'était un burn-out parce qu'il y a trop de charge mentale, trop de charges, trop de choses à gérer. En fait. Oui, oui. Et ça, c'est hyper important de se mettre ça en tête. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à Manu. Manu, elle est autant au service client que donc sur son PC, à être chef d'entreprise derrière un bureau, à laver des WC le même jour, en fait. Et c'est là que c'est compliqué. Ouais. Il ne faut pas avoir d'ego aussi. Comment? Il ne faut pas avoir d'ego aussi. Il ne faut pas avoir d'ego. Ah non, c'est clair. Zéro ego. Si tu as de l'ego, que tu te dis, moi, je suis chef d'entreprise, je monte ma boîte, il est hors de question que je mette les mains dans dans les toilettes, je veux parler proprement. Non, c'est hors de question, moi, je ferai pas ça, je vais déléguer. Ouais, alors, c'est bien hein, de vouloir tout déléguer. Ça, c'est bien quand tu as peut-être 5 ans d'entreprise et que tu peux déléguer, mais au début, tu peux pas déléguer. Et obligé de faire ça. Et même si nous, ça fait 7 ans, il y a encore des jours où tu n'as pas le choix. Parce que Charline, elle est beaucoup sur le terrain. Parce que il y a des jours où il n'y a pas le choix, en fait. C'est comme ça. Après, il faut aussi dire que vous êtes 2 et donc vous devez aussi vous tirer 2 salaires. Donc forcément, il faut une conciergerie avec beaucoup de logements, plus que si c'était qu'une personne. C'est ça. Et puis du coup, 3 salaires puisqu'on a une employée à l'année. En plus, oui. Donc, après, voilà, il y a vraiment une différence, on redit, entre quelqu'un qui va avoir 10-15 logements et nous. Enfin, le métier ne sera pas le même. Enfin, s'il reste le même, mais à l'échelle des problèmes, faire 15, 80, forcément, tu as 80 problèmes. Enfin, voilà. C'est pas le même type de conciergerie. Ouais. Tu peux monter plusieurs types de conciergerie et les gérer différemment. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui envisage une expansion comme la nôtre, par exemple, de passer de 20 à 80 ou 100 ou 120 logements, c'est des choses qu'il faut vraiment, ça se réfléchit, c'est des choses qu'il faut accepter. Et il faut 0 ego, en effet. L'ego, tu le mets dans ta poche et tu le récupères dans 10 ans si tu as envie, mais... Ce qui nous appelle quand même à la 10e erreur, pardon, ne pas se préparer à l'avenir. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que il faut toujours voir il faut toujours regarder l'activité. En tout cas, c'est ce on a fait et qu'on n'a pas fait dès le départ, mais maintenant qu'on a mis en place, c'est de regarder trop dans un futur proche, c'est-à-dire de regarder à 1 mois, à N+1, N+2, et de pas regarder plutôt à l'année prochaine, ou l'année d'après, ou dans 5 ans. En fait, ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Il faut anticiper tout le temps. Et il faut voir plus loin. Nous, on voyait trop près. Tu vois, ça se ressentait même dans notre mise en place des Airbnb et autres. On ouvrait nos calendriers sur les 2-3 mois à venir. Tu vois, on faisait ce type d'erreur et c'est une erreur qu'il ne faut pas refaire. Maintenant, vous faites comment? On ouvre sur 1 an. On ouvre à 1 an parce que ça se ressent sur la visibilité, ça se ressent sur plein de choses, même sur ton organisation. Tu te rends compte qu'en ouvrant plus tôt, tu as plus d'avantages. Tu peux t'organiser au mieux pour anticiper. En fait, c'est l'anticipation. C'est hyper important. Donc, anticiper. Ok. Ouais, c'est bien. Au moins, vous avez appris de toutes ces erreurs-là. On a fait 10 erreurs. Je pense que ceux qui ont écouté l'épisode sont préparés maintenant. On espère. On aurait pu leur en donner 20, hein, mais bon, on va s'arrêter là. Hein. On fera peut-être, si ça intéresse d'autres personnes, un second épisode, on ne sait pas. Hein. Complètement. Tout à fait. Ok, j'aime bien finir sur des petites anecdotes qui peuvent être drôles ou intéressantes. Est-ce que vous en avez quelques-unes? Oui, j'en ai une. On en vient à nos erreurs, à dire que voilà, faut qu'on est toujours disponible, je dirais pas 24 heures sur 24, mais bien 15 heures sur 24.
Parce que, par exemple, un exemple de quelqu'un qui m'appelle à minuit et qui me dit, qui me demande est-ce que je peux m'asseoir sur les toilettes parce que je suis un peu gros et j'ai peur de les casser. À ce moment-là, je croyais que c'était une blague et que c'était un ami. Mais non, c'était vraiment pas un ami, c'était vraiment quelqu'un qui m'appelait pour me demander ça. Donc, je lui ai dit, oui, monsieur, vous pouvez vous asseoir, c'est fait pour. Il a dit, j'ai peur et du coup, je vais faire dans la douche. J'ai dit, écoutez, faites dans la douche, je ne pourrai pas venir vous aider à faire ce que vous avez à faire. Et ça, on nous appelle à minuit pour nous dire ce genre de choses, quoi. Voilà. D'accord. Bon, c'est arrivé qu'une fois. Ouais, mais nous appeler à 22, 23 heures minuit pour des questions, là, c'est la question, voilà, vraiment, c'est pour l'anecdote, mais c'est pour dire qu'on nous appelle vraiment pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils nous appellent sans chercher. Ouais. Tout de suite. Alors, j'ai remarqué quelque chose d'ailleurs sur ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est ma façon de faire. Quand un client pose des questions sur les plateformes, en général, moi, j'ai une autre application où il a toutes les infos dessus. Ouais, Ils ne disent pas. Je ne réponds pas dans la demi-heure. Et en général, il m'écrit en 10 minutes. J'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Écoute, nous avons la même astuce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les laisse, comme on a, tu sais, ce téléphone d'astreinte. Comme dit Manu, on le laisse sonner une fois, 2 fois. Bon, à 3 fois, on répond. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'une fois, s'ils ne rappelaient pas, c'est qu'ils avaient trouvé que c'était vraiment pas urgent, quoi. Ouais. C'est la petite astuce aussi, comme toi, on laisse un peu le temps passer et en fait, on se rend compte qu'ils y arrivent, quoi. Ouais, il y en a qui pensent que conciergerie, c'est à leur service H24. Donc, il faut aussi pouvoir recadrer tout ça et leur faire comprendre que non, on est des humains et qu'on n'est pas à minuit dispo, quoi. C'est ça. Pour des broutilles, du moins. Pour des broutilles. Pour ce genre de choses, de monsieur qui ne savait pas s'il voulait s'asseoir ou pas sur les téléphones. Voilà. Ça, ouais, après, c'est comme donc, du coup, c'est un peu la deuxième anecdote. Il y en a un qui a appelé Charline, je crois que c'était il y a 2 étés maintenant. Il était, je sais pas, il devait être 22h30, quelque chose comme ça. Et en fait, il nous dit, mais je n'arrive pas à rentrer dans le bâtiment, quoi. Mais vraiment, le gars désespéré et tout. Charline, il dit, j'arrive. Puis du coup, elle arrive et puis en fait, il essayait d'ouvrir la porte, du local vélo ou du local poubelle. Qui est juste à côté. En fait, je suis arrivée, j'ai juste appuyé sur le bouton. Je dis, mais en fait, la porte était côte à côte. Je comprends pas en fait En fait, essayer. Il y a pas de, on peut pas se tromper, c'est pas possible. Le digicode, il est à gauche. Le mec, je l'ai au téléphone, je dis, mais ouvrez la porte. Et en fait, j'entends qu'il appuie sur le digicode et j'entends la porte qui bloque. Bon, je me dis, la porte est bloquée. Mais en fait, non, il ouvrait la porte qui était à côté alors qu'il y avait une autre poignée à côté qu'il n'a jamais essayé. Mais moi, ça ne m'a pas percuté. Je me suis dit, le gars, ça ouvre pas. Ouais. Voilà. Donc, on a ce genre de choses de déplacement. J'ai cette anecdote aussi sur les boîtes à clés. J'ai des petits loquets, des fois. Oui. Ouais. Oh, oui. Je ne sais pas, je n'arrive pas à tirer, à ouvrir la boîte à clés. D'accord. Donc, une fois, je me suis déplacée. J'ai compris que c'est parce qu'ils n'appuyaient pas. Donc, maintenant, j'ai pris une vidéo de moi qui ouvre une boîte à clés au cas où ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien, ouais, parce que nous aussi on a ce genre de problème. Nous on fonctionne en fait avec des arrivées autonomes qui sont hyper bien expliquées, imagées, tout ce que tu veux, mais on n'a pas le système vidéo pour l'ouverture de boîte à clés et c'est une bonne idée. Ouais, je leur envoie quand je vois que c'est problématique. Si je leur dis, si effectivement ils me disent, on a essayé mais ça ne nous ouvre pas, là je me déplace. Parce que moi, faut savoir que je suis quand même à 30 km. Ouais. Ah oui. Ouais, donc merci, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. Très bien. Merci pour cette astuce. Ouais. De boîte à clés. Tu vois comme quoi. Qu'est-ce qu'on a eu récemment en anecdote? Ouais, on a fait une course-poursuite. Ah oui. Oh là, oui. Ouais, là, c'était fort, ouais. Ouais. Alors, sur le moment, on n'a pas rigolé, mais après, on en a ri beaucoup, beaucoup. Faut savoir que nous, dans pas mal de logements, surtout les studios et appartements de centre-ville, le linge est en option. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'impose pas aux gens. On a du linge sous cellophane, propre de la blanchisserie, etc. Et les gens ont la possibilité, s'ils le veulent, de venir avec leur drap, leur sac de couchage. On a mis ça en place en fait au moment du Covid pour éviter les problèmes d'hygiène et tout ça. Et on a conservé ce système-là. Et en fait, j'appelle un matin quelqu'un qui ne nous avait pas donné son horaire de départ. À 10h30, j'appelle, je dis, bon, à un moment donné, faut juste me dire à quelle heure vous partez, quoi, que je puisse prévoir mes équipes, comment ça se passe. Pas de problème, moi je suis, donc c'était une personne, un militaire qui était au 3e RIMA de Vannes. Et ma copine est en train de tout préparer, elle va partir. Bon, ok. Et c'était moi qui étais chargée de ce secteur-là ce matin-là. Bon, j'y vais à midi, je pense que c'est bon, ils n'ont toujours pas déposé les clés, mais je vais quand même y aller, on ne sait jamais. Et je tombe nez à nez avec eux. Et je retrouve un appartement dans un état
passe les détails. on vous passe les détails. Ils se sont bien amusés, je pense. Et j'ai dit, bon, voilà, je les ai tout de suite arrêtés. J'ai dit, par contre, vous allez faire quelque chose pour le paiement du ménage et du linge, parce que finalement, vous avez tout ouvert, vous avez tout utilisé. Tout est dans un état lamentable. Je dis là, faut faire quelque chose. Parce que je pense que vous n'avez pas trouvé l'appartement dans cet état-là. Donc, cool, tu vois, je non. Il me dit pas de souci, je me dis, ouais, je comprends. Il m'a pas dit qu'il était désolé, mais il m'a dit, je comprends, je vais retirer en bas et j'arrive. Je vous donne l'argent. Et là, je me suis dit, j'ai pas senti le truc. Donc, j'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur la rue. Et je les ai vus discuter avec sa nana et j'ai dit, je vais descendre quand même. Donc, je suis descendue et j'ai ouvert la porte et là, je le vois plus. Alors que je venais de le quitter, hein. J'ai juste eu le temps de descendre les escaliers. Je me mets au coin de la rue et je vois le gars, en fait, en train de courir. Comme si j'étais un flic et comme si, voilà. Donc, il a couru. Et voilà, donc c'était perdu, mais pas si perdu que ça. Voilà, on connaît pas mal de monde. Voilà, on s'est accroché et en fait, on a réussi à le réavoir. Il est revenu le soir nous régler. Voilà. On lui a dit que c'était pas la peine de courir, quoi, que c'était un peu nul. Voilà, on voulait faire son sport. Voilà, c'est ça. Mais c'était très drôle. En fait, c'était tellement inattendu. On s'est pas C'est-à-dire que Manu, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais le gars, il est parti en courant et elle était assise sur le lit. Il est parti en courant. Enfin, c'était un dimanche matin impeccable. C'était comme on les aime. Voilà, mais c'était après coup, c'est très drôle quand même, quoi. Et à ce moment-là, vous faites pas appel aux cautions? Si, mais en fait, le problème, c'est qu'avant de faire appel aux cautions, on essaye toujours, parce que ça implique toujours de faire un amiable avec le voyageur. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis, si vous voulez, franchement, comment te dire, c'était aussi un manque de respect énorme envers nous. Ouais. En tant que personne. personne. Que le gars nous appelait, il nous envoyait des messages en disant bon nettoyage et tout ça. C'était réellement de nous, en fait. En gros, j'ai laissé des capotes dans l'armoire si vous voulez vous amuser, des trucs comme ça. J'ai dit, là, il y a clairement un manque de respect. Moi, ok, on met l'ego de côté, tout ça, mais ça, faut pas exagérer quand même. Donc, du coup, là, en fait, on a mis tout en œuvre. Donc, du coup, si vous voulez aller voir, non, ça aurait pu être marqué, mais voilà, après, ça s'est fini. Et en fait, entre-temps, il avait mis qu'on était des mafieuses, du coup. Parce qu'on l'a retrouvé. On a fait appel un peu à toute la ville et on a réussi à le retrouver, le gars. Donc, c'était une belle victoire. Ouais, on a... du coup, le mot de l'épisode, ce sera zéro ego. Zéro ego, c'est clair. Ça résume bien. Zéro ego, mais ne jamais négliger et ne pas de mettre de côté le fait que les gens nous doivent le respect quand même. Parce que c'est un métier, quand même, on est beaucoup confronté des voyageurs. Et qui dit beaucoup de voyageurs dit beaucoup de monde. Et qui dit beaucoup de monde dit pas forcément des gens corrects, et des gens bien et des gens honnêtes. Et au début, c'est très dur. Ça aussi, tu vois, on l'a pas noté dans les erreurs à pas commettre, mais ne pas prendre les choses trop à cœur. Nous, pendant longtemps, on a pris beaucoup à cœur et ça nous a bouffé. Ça nous a bouffé, ouais. Et du jour au lendemain, on s'est dit, il faut qu'on arrête de prendre les choses pour nous. C'est pas contre nous, c'est pas personnel, c'est le métier qui est comme ça. Il faut accepter et des fois, il faut passer l'éponge. Il faut dire, allez, c'est bon, laisse tomber ça, celui-là, ce cas-là, on s'en occupe pas. Ça va être trop énergivore, c'est pas la peine. Mais il y a des fois, comme là, pour le coup, ça a été énergivore, clairement. Ah, ça a été énergivore. Mais il y a une histoire de justice et de respect. Et là, vraiment, c'était pas respectueux du tout. C'était pas possible de laisser faire, quoi. On a eu de la chance. Et s'il n'y avait pas eu de l'amiable, on aurait bien sûr fait un air cover, par exemple, sur Airbnb, et on aurait lancé un dossier. On n'aurait rien lâché, je pense. Et on n'aurait pas lâché parce que c'est pas possible. Tu vois, encore une anecdote, la semaine dernière, on ne l'avait pas encore quand on a préparé le dossier, mais la semaine dernière, il y a des gens qui sont arrivés dans une maison qui est sublime. Une maison qu'on adore et que les gens adorent, même pour nous des fois. Et la personne est arrivée et elle a dit qu'il y avait une mauvaise odeur, mais immonde, et qu'elle n'a pas pu rester, en fait. Donc, ils ont fermé, ils sont partis. Et ils nous ont incendiés en nous disant je veux être remboursé, je pars, je vais... Mais non, en fait, c'est pas possible. Donc nous, on leur a dit on vient constater la mauvaise odeur dès demain matin, parce qu'ils sont arrivés à 22h. Oui. Demain matin, on est là, on constate ensemble. Sauf qu'en fait, nous, on a compris que c'était pas la maison qui sentait mauvais. C'est qu'en Bretagne, il y a des marées, en fait. Ils sont arrivés à marée basse. Et à marée basse, des fois, il y a des odeurs de vase. En fait. Oui, ça aurait été partout pareil, au final. Voilà. Et la maison, elle est collée au golfe, donc à l'eau, quoi. Donc forcément, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des mauvaises odeurs extérieures. Mais ces gens-là, ils ont fait appel à des juristes et tout pour récupérer leur argent. Là, c'est le genre de truc où on lâche pas.
Je veux dire, Ah oui. la maison, elle est irréprochable, tout va bien. Du coup, on est venu le lendemain matin quand même. Les gars, les gens étaient partis. Et sans nous prévenir, quoi. Mais c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans la maison, ils ont ouvert la maison, il n'y avait rien qui avait bougé. Donc, ils ont ouvert, ils ont senti, ils sont partis. Ouais. Ça, tu vois, c'est des trucs, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas lâcher sur des trucs comme Ouais, tout ce qui est juste comme ça, je comprends, moi aussi, j'ai pas envie de lâcher quand ça arrive. ça. C'est ça. Même, encore une fois, même quand tu mets ton ego de côté et que tu te dis, Ouais. c'est pas moi, c'est pas machin, mais t'es obligé, attends, Non. c'est pas possible. Ouais. Donc voilà. Ok, c'était le super mot de la fin de mettre son ego de côté, mais en même temps ne pas se faire irrespecter. Ouais, Exactement. Merci en tout cas de toute votre expérience partagée, Manu et Charline. Merci Vanessa. C'est bien. Je mettrai votre Instagram ou peut-être votre site dans les notes de l'épisode, si certains veulent voir où vous êtes situés. Ouais, bien sûr, pas de souci. Et puis, si les auditeurs ont envie d'avoir un peu plus de détails sur des erreurs, sur les 10 autres erreurs. Ouais. Il y en a un. Je connais. Hein. Ah ouais, il y en a, ils seront servis, je pense. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, c'est sûr qu'avec 6 ans, 7 ans d'expérience, vous en avez dû en voir des belles et pas mûres, comme on dit. Ouais, ça c'est clair. Bon, merci, à bientôt. Ouais, merci Vanessa. Bientôt, au revoir. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.